Et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première interview de cette année 2022 que je vous propose. Je vous propose de découvrir l'interview de Séverine Mikan que j'ai découvert l'an dernier avec ses deux premiers opus de Fragments d'éternité que j'avais lus en grande partie grâce à Candy Shy qui en avait beaucoup parlé. Et donc j'ai eu très envie d'en savoir un petit peu plus sur cette autrice. C'était donc l'occasion pour moi de lui proposer cette vidéo et c'est avec plaisir que je l'accueille ici. J'ai vraiment été très contente quand elle m'a dit qu'elle acceptait. Donc je vous propose de découvrir cette autrice qu'est Séverine Mikan. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Séverine Mikan. Je suis romancière et dans un genre assez... c'est pas très original, mais assez peu vendeur, je dirais, qui est le genre de la romance historique. Alors la romance historique, vous voyez à peu près tous ce que c'est, donc je peux vous faire un cours là-dessus. Si, je peux vous faire un petit cours là-dessus quand même. La romance historique, c'est un genre qui n'est pas si vieux que ça et qui a tout juste un siècle, puisque selon la légende, le premier roman de romance historique, je dis pas de roman historique, mais de romance historique, a été publié en 1921 par une Anglaise, je crois qu'elle était anglaise, qui s'appelait Georgette Heyer. Et c'était une histoire d'amour qui se passait à l'époque victorienne. Et Georgette Heyer a été un peu notre sainte patronne à nous. Du coup, si mon chat Angora s'appelle Georgette, c'est pour ça. Voilà, c'est la première chose très intéressante que vous devez savoir sur moi. Donc voilà. Donc ce genre, c'est celui que j'affectionne tout particulièrement. Je dis pas qu'un jour j'écrirai pas autre chose, mais pour l'instant c'est tellement génial de se confronter à l'histoire et à tout ce qu'on peut y trouver que, voilà, romancière, roman historique. Peux-tu également nous dire comment t'est venue l'envie d'écrire? Depuis combien de temps tu écris? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Parce que pour arriver à me coucher sur le papier et à rendre ce que j'avais en tête, le dessin et la photo, ça n'avait pas marché. Non mais c'est vrai en fait, le pire c'est que c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai, c'est-à-dire que je vois dans les questions qui suivent d'ailleurs, c'est depuis combien de temps écris-tu? Depuis combien de temps écris-tu? C'est un peu pareil. Depuis combien de temps écris-tu? Comme tout le monde, hein, depuis que je sais écrire, mais comme ça. Des petits trucs un peu niais, comme tout le monde en écrit, sur des pages de carnet, voilà, des petites choses. Mais j'avais pas vraiment l'idée de me dire que l'outil écrire, la langue, vraiment les mots, était ce qui allait me permettre de jeter mes impressions, mon envie d'écrire des endroits, de l'imaginaire, des émotions, des sentiments, des tas de choses. Je pensais passer par le dessin, puis ensuite j'ai pensé passer par la photo. Et dans les deux cas, je me suis plantée. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à aller au bout. J'avais pas le talent, j'avais pas ce que je produisais n'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Et en fait, le seul moment où je me suis dit, mais ça y est, quand je relis ça, je revois les mêmes images et je ressens les mêmes impressions, c'est quand j'ai fini par les coucher sur le papier. Donc oui, on va dire, c'est pas... Quand est me venu le moment d'écrire des romans, c'est pas d'écrire des romans, mais d'écrire de la fiction, ou d'écrire tout court, c'était ça, c'était à ce moment-là. Et alors depuis quand, vous en foutez de toute façon, je sais plus, ça fait des années, mais voilà, il y a eu un déclic à un moment comme ça, de dire, bon allez, on arrête les conneries, si je veux réussir à aboutir à quelque chose, il va falloir passer par les mots, ça au moins, c'est grandiose. Ça au moins c'est un terrain de jeu gigantesque. Voilà, donc c'est à peu près à ce moment-là, pour être très flou. Ensuite, question subsidiaire de la question 2. Est-ce ta seule activité professionnelle, l'écriture? Non. Alors là, non, mais vraiment non en fait. Hein. Non, parce qu'il va falloir briser un mythe, je suis désolée. Pour tous ceux qui rêvent d'être romanciers, arrêtons tout de suite. C'est un peu comme la Fée des Dents et le Père Noël. Romancier qui gagne sa vie, ça n'existe pas.
Si, non, il y en a quelques-uns qui existent, hein, on est d'accord, mais qui en vivent, mais c'est tellement minoritaire que ça vous ferait... ou ça vous ferait sourire ou ça vous horrifierait. En fait, gagner des sous comme romancière, c'est super compliqué. Parce qu'on gagne pas beaucoup de sous. Là, c'est la minute, je chouine, hein, mais vraiment, non, 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 non. Moi, je dépense beaucoup plus d'argent à faire mes romans qu'en droit d'auteur à en gagner, vous voyez. Et c'est très bien, enfin je le vis très bien, il n'y a aucun problème. Je le vis d'autant plus très bien que j'ai un métier à côté, mais, mais je dirais que non, 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 faut pas se leurrer. Heureusement, j'ai une activité professionnelle à côté, dans laquelle je m'éclate d'ailleurs, et qui n'est pas du tout un métier alimentaire, et qui est vraiment le métier que je rêvais de faire. Donc voilà, ça se complète. Et donc l'écriture et c'est un peu comme le tuning, c'est un loisir qui me coûte cher. Mais pour lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Oh, la question que je vais pas y répondre. Parce qu'en fait, alors voilà, non, voilà, je n'ai absolument pas, mais je n'ai pas de routine d'écriture. Mais, oh, mais pas, je n'ai pas de discipline du tout. Souvent, pour rien. Non, non, mais pour écrire, vraiment, j'ai absolument pas du tout de routine d'écriture, j'ai pas de moment dans la journée, j'ai pas d'endroit où écrire, plus que ça. Enfin, moi j'ai un ordinateur portable, et surtout, j'ai un calepin avec moi tout le temps. Tout le temps. Alors là, absolument tout le temps, dans mon sac, dans ma poche, voilà, donc dès qu'il y a une fulgurance, un truc, un machin qui me traverse, une phrase, parce que j'aime... la parenthèse dans la parenthèse, j'aime beaucoup les tournures de phrases. Donc il peut m'arriver de juste m'arrêter pour écrire une tournure, genre la métaphore, vous voyez, le machin, ou oh là là, je sais pas, l'élégance des lignes s'allie à l'ardiesse des coloris, vous voyez, un truc, bim, boum, ça, voilà, je l'écris direct, pour pas l'oublier. Parce que ça, pour oublier, je suis très très forte. Et donc, j'écris des tas de petits bouts tout le temps, et quand je veux vraiment me mettre un chapitre en me disant, bon allez, là, faut quand même que ça avance, tu as une éditrice qui, elle aussi, doit manger, donc il faut quand même que tu lui files un manuscrit. Dans ces cas-là, je me pose à un endroit, et puis je commence à taper pour écrire le maximum de choses. Bien que, encore une fois, en plus de ça, j'ai pas une capacité à produire beaucoup. C'est-à-dire que, comme je reviens vraiment beaucoup sur mes tournures de phrases, comme la rythmique, c'est quelque chose qui me passionne, je lis à haute voix ce que j'ai écrit pour que le son me plaise bien, en fait, que ça soit quelque chose où je puisse m'imaginer, pardon, que je peux le réciter, en fait. Ça me plaît ça, enfin toute cette capacité de la narration à être une narration qu'on peut conter aux autres. Donc ce qui fait que je vais beaucoup réécrire, enfin ou du moins repeaufiner mes phrases. Donc je suis pas du tout de la catégorie de ceux qui disent ouais j'ai fait mes 4000 mots par jour. Non, c'est juste inenvisageable pour moi. Et puis j'ai pas du tout envie que ça devienne ni un train-train, ni une corvée, ni une flip parce que je suis devant une page blanche et que je me dis aujourd'hui je m'étais dit que je devais écrire et je l'ai pas fait. Non, c'est uniquement quand j'en ai envie, quand ça phosphore, quand j'ai l'état d'esprit qui va bien pour le faire, et que je m'assois, je me pose et puis j'y vais quoi. Et en général ça vient tout seul, il n'y a pas de... Vu que c'est au moment où j'en ai envie, je me torture pas et donc c'est extrêmement, je vais dire fluide, je déteste ce mot. C'est fluide, voilà, ça coule de source. Quel est le meilleur moment dans l'écriture? Quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris ou finalement quand tu y mets le mot fin? Le meilleur moment dans l'élaboration du truc. Tout. Non, attendez. Tout est sympa. Hein. J'aime bien l'élaboration, j'aime bien... Et le travail d'écriture. Vraiment, encore une fois, comme je me mets des challenges... ah oui, c'est ça, je vous en ai pas parlé. Oui, en fait, j'aime bien à chaque roman me mettre un challenge. Donc par exemple, j'aime bien me dire, bah, pour ce roman-là, tu vas écrire comme si c'était un feuilleton qui paraissait dans les journaux de la fin du 19e siècle.
Vous allez me dire, ah, quelle idée bizarre. Oui, parce que pour écrire Paris 1899, par exemple, enfin pas par exemple, c'est le cas de celui-ci justement, je voulais faire en sorte que ça ressemble beaucoup à ce que faisait quelqu'un comme Zola, par exemple, qui sortait ses chapitres une fois par semaine ou une fois par mois dans des journaux. Et donc il y avait ce côté où chaque chapitre était en soi un petit épisode un peu d'une série télé, vous voyez, avec le cliffhanger à la fin, c'est-à-dire le moment, un peu de suspense à la fin. Et puis au début de chaque épisode, vous aviez un peu un côté résumé des épisodes précédents. Donc pour Paris, chaque chapitre, je me suis pris le chou à jouer à ça. C'est-à-dire à me dire, tiens, si c'était publié en feuilleton, faudrait que ça ressemble à ça. Et donc, je me crée comme ça des défis, en fait. Et pour chaque roman, c'est un défi différent. Donc, ah, c'était le bruit de mon téléphone. Donc, bon, pour New York, c'était écrit en noir et blanc. Je voulais virer toutes les couleurs. Donc c'est que des contrastes, c'est que des textures, il ne dit pas qu'il y a du ciel bleu, il ne dit pas qu'il a les yeux verts, il ne dit pas que c'est uniquement du noir et blanc. Donc il fallait que je pense noir et blanc en fait dans ma manière d'écrire. C'était génial, j'ai kiffé aussi. Enfin bref, je m'impose des choses à chaque fois en fait comme ça. Pour tous les faire, par exemple Amsterdam, c'était pour faire un conte moral, donc c'est vraiment écrit comme un conte moral avec des héros qui sont extrêmement alors je veux pas dire caricaturaux, ça serait desservir le truc, mais qui sont très poussés dans la pureté d'un côté, dans la méchanceté de l'autre, et avec ce côté, une fin qui se termine avec vraiment la petite morale de l'histoire, vraiment. Donc comme ça se faisait complètement au XVIIIe siècle, en fait, ça colle toujours un petit peu avec la période, en fait. Donc c'est, voilà. Pour le prochain, il y en aura encore un autre de challenge. Donc oui, quels sont les moments que je préfère écrire? Il y a ça. C'est des moments du travail que je trouve super. C'est de se prendre la tête. J'aime beaucoup me prendre la tête avec l'outil. En fait, comme un outil d'un artisan où on se dit mais bon sang, il faut que j'arrive à faire en sorte que ce burin arrive à me rendre, ou ce pinceau arrive à me rendre ce que je voulais. Bah là, les mots et la manière d'écrire, je les triture dans tous les sens pour me dire tiens, j'arrive à faire ce que je veux. Et un moment super de l'écriture, c'est quand c'est fini, mais c'est surtout quand on relit. Enfin, je fais partie de ces gens, ces écrivains qui adorent se relire. J'adore avoir le bouquin dans la main, lire mon texte et voir toutes les images, ressentir tout ce que j'avais voulu mettre et les sentir vraiment et me dire bah écoute, je sais pas si tu vas le vendre ton roman, mais toujours est-il que tu kiffes et que c'est ce que tu voulais faire. Et rien que ça déjà, c'est top. Donc voilà, s'il y a des... Ça répond plus ou moins à la question, comme d'habitude de façon extrêmement complexe et floue, mais j'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi? J'en ai pas un qui me tient le plus à cœur. J'en ai pas un qui me tient le plus à cœur parce que en fait, cette saga, la saga Fragment de l'éternité, elle forme un tout. Elle forme un tout qui est construit. Et j'ai pas... Évidemment que je dissocie chaque tome, d'autant qu'en plus ils suivent pas, donc voilà, ils ont chacun leur personnalité et tout ça. Mais ils sont des éléments d'une construction, en fait. Et ça serait difficile de vous dire qu'il y en a un qui est vraiment celui dans lequel... non, il y a des moments que j'aime, mais dans tous, j'ai adoré écrire la fin de New York, par exemple. Parce que, en fait, mon délire, c'était que j'avais une musique à côté. En fait, le héros, pour vous divulgacher un peu la fin, mais enfin, je vous dis pas la fin, hein, mais, le héros écoute une musique, et il lui arrive des trucs. Et en écrivant, je voulais absolument que le rythme de mes phrases aille avec le rythme de la mélodie. Donc, ce qui fait que j'ai réécouté en boucle cette musique, mais en boucle. Et jusqu'à temps que quand je parlais dans ma tête et que j'écrivais, ça faisait le même rythme, en fait. Et donc c'était super, parce que c'était super à faire, en fait. C'était super à arriver jusqu'au bout du truc. Il y en a eu des tas de moments comme ça. J'ai adoré écrire dans Paris 1899 la séquence où
James est dans la mansarde d'Henrik et qu'il va le dessiner et qu'il va lui peindre les yeux, en fait, enfin lui noircir un peu les yeux avec un petit peu de fusain dilué dans de l'eau. Et j'ai adoré l'écrire, ça, parce que je le voyais vraiment. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose. J'ai déjà eu du fusain dilué dans l'eau sur les doigts. Je voyais. Vraiment, c'était un moment que je trouvais très. C'est instant auto-kiff, mais je trouvais très beau en fait comme image. Et j'avais vraiment envie de le faire, donc j'ai adoré. Dans Amsterdam, il y a des passages que j'ai trouvé très chouettes. Mais donc voilà, donc oui, non, il y a vraiment des passages, il y a des passages dans tous les romans et dans ceux à venir que j'entrevois déjà comme des passages que je vais adorer. Et c'est aussi pour ça que je les écris, ces romans d'ailleurs, c'est pour chacun d'eux les aimer plein de moments. Donc non, j'ai pas de petit préféré. Peux-tu également nous parler plus précisément de Londres 1946, prochainement édité aux éditions Arrow, qui est un nouvel opus de Fragments d'éternité. Et oui, car Mumu était bien renseignée, et elle était d'autant plus bien renseignée que ça fait des mois que je lui fais reculer cette interview pour lui dire « S'il te plaît, sors cette interview, quand sortira mon prochain bouquin ?» Car oui, ce nouvel opus de la saga va sortir il va sortir en même temps que va se mettre en branle. Je sens qu'il y en a des copines qui vont rigoler, qui vont voir ça. Va se développer, va sortir cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Arrow, H-A-R-O, et qui va avoir un label spécial romance. Alors c'est de la romance plutôt LGBT, de ce que j'ai compris, je pense que c'est carrément ça l'idée. Et donc ce label LGBT s'appellera Milo, M-I-L-O. Et je suis très très heureuse de débuter avec eux cette nouvelle aventure de cette saga dans le label Milo des éditions Arrow. Et donc ce nouvel opus de la saga Fragments d'éternité va s'appeler Londres 1946. Alors oui, tu me demandes d'en parler plus, parce qu'il vient avec mes titres, hein, c'est que Londres 1946, vous avez déjà pas mal d'idées de ce que ça va, de quoi que ça va causer. C'est ça qui est pas mal. Donc on est sur un roman qui se passe au milieu du XXe siècle. On est sur une histoire d'amour, évidemment. On est sur un nouveau challenge en écriture, puisque l'idée c'était de faire une narration qui se croise entre un personnage qui est situé dans un présent, qui est celui de l'automne 1946, et qui parle au présent, et qui est seul, et qui vous raconte ses ressentis, ses émotions, entrecoupées par des séquences qu'on pourrait qualifier dans un cinéma un peu comme des biopics, de flashbacks. Donc toute l'ambition de ce roman-là, ça va être de vous emporter comme ça, dans ce côté un petit peu mélange de nostalgie, de récits dynamiques entre passé et présent. C'est aussi l'histoire d'un premier amour, c'est aussi une histoire d'amour adolescente, avec tout ce que ça comporte de maladresse, d'emportement. Ça c'est pareil, c'est la première fois que je me confrontais à se mettre dans la tête de jeunes gens qui n'ont pas encore la vingtaine, qui se cherchent, qui se découvrent. C'était intéressant, je dis pas, quand je dis ça, la nana traumatisée, je ne referai plus jamais les amours adolescents, c'est pas possible. Non mais si, j'ai trouvé ça intéressant, ça n'a pas été simple, parce que c'est pas forcément le formatage que j'ai d'imaginaire. Je fais pas partie des fans de young adult, comme on dit maintenant, la littérature young adult, mais justement, c'était intéressant de plonger dans ça, de faire des recherches dans ce sens-là. Et donc, Angleterre, 1946, Londres, 1946. Voilà, à sortir, j'ai pas dit, à sortir normalement au printemps. Le manuscrit est fini, donc là ça c'est prêt, et on est en train de bosser comme des dératés avec Yaya Chang, l'illustratrice, pour vous faire un tome papier entièrement illustré. Quand je dis entièrement illustré, on a pas moins de 50 illustrations. Le juste prix est... Non, franchement, 50 illustrations, pour Yaya, ça a été un boulot de dingue, et c'est toujours un boulot de dingue, parce qu'elle est encore en train de bosser, la malheureuse.
Et bah j'espère que ça vous plaira, parce que franchement, enfin moi je pense que je vais être super fière de ce roman, ça a l'air top moumoute. Et voilà, et on souhaite longue vie aux éditions Haro, et on espère que ça va démarrer sur les chapeaux de roue cette histoire. Donc voilà, donc il faut attendre le printemps qui vient 2022. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Où puisses-tu ton inspiration? Mais partout. Mais partout. Moi je suis très fan de la théorie qu'on appelle la théorie de l'innutrition. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. L'innutrition, c'est la capacité qu'on a pour créer, enfin que les créatifs ont pour créer, de se nourrir de la masse culturelle qu'il y a autour de nous. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur Enfin, ça j'en suis sûre, j'y crois énormément à ce truc-là en fait, c'est que on est sans arrêt soumis à plein d'influences, à plein d'inspirations partout, mais sous toutes ces formes possibles et inimaginables. Roman, cinéma, musique, expo. Moi, il m'est arrivé d'être inspirée par des expos. Pour écrire Amsterdam 1732, c'est après avoir vu des expos sur de la botanique et sur des tableaux qui montraient des paysages de jardin. Et en sortant de là, je me suis dit, non mais attendez, il y a vraiment un truc à faire avec un gars qui serait passionné de botanique, qui serait passionné par les beaux jardins, voilà, et il faudrait faire un truc avec son amoureux, ça serait, je sais pas moi, un jardinier, enfin vous voyez, c'est parti de là. Et puis ensuite, j'ai discuté avec une copine qui elle-même adore l'horticulture, qui m'a dit, bah oui, mais attends, parce que non, un jardinier, bon, voilà, bof, mais alors si tu faisais tel truc, et puis tu voudrais situer ton histoire où? Ah bah je sais pas, voilà, et comme ça, en faisant des bouts de trucs qui se percutent, ça donne un roman. En tout cas, chez moi, ça donne un roman. Et d'ailleurs, je suis incapable de pondre un truc comme ça, enfin incapable. Si, parce qu'on a tous des poncifs de trucs ultra classiques dans la tête, une histoire d'amour, de machin et de bidule, mais pour que ça soit quelque chose qui me porte vraiment et qui me donne envie d'écrire, il faut vraiment que je me nourrisse tout le temps de tas de choses, de tout un paquet de choses. Et au bout d'un moment, ça se met en place, ça va créer un machin, une alchimie, un puzzle. Et puis une fois que c'est lancé, une fois que l'idée de base est lancée, je laisse mariner, je fais des recherches pour savoir si le contexte historique auquel je pense, il y a des choses à en extraire. Et surtout, qu'il y ait des choses à en extraire, ça j'en doute jamais. Mais que j'arrive à les trouver, ces choses-là, parce que c'est pas toujours évident. Je vous cache pas que les recherches historiques pour la Hollande du début du XVIIIe siècle, c'était tendu. Surtout que je ne maîtrise pas très bien le néerlandais, on va pas se mentir. Mais donc, vraiment, je fais des recherches, je nourris. Et puis, au bout d'un moment, je me mets à écrire, et puis ça vient. Et puis ça vient, et ça y va. Et ça se met en place presque tout seul. Parce que c'est ça qui est génial avec l'histoire. Bon. C'est que l'histoire, c'est vraiment un matériau hyper malléable, et surtout qui permet une vraie continuité. Je sais pas comment dire, on arrive quand on commence un début d'une narration, il m'est vraiment arrivé d'avoir des choses qui se mettent en place tout seul. Tout seul. C'est-à-dire que je fais une recherche, et puis bim, et bien il se trouve que justement, à telle date, il s'est passé tel truc qui va complètement dans le sens de mon récit. Alors je suis là, ben non mais c'est super, en fait, je vais l'incorporer dedans, en fait, c'est fait exprès le truc. Et plein de choses comme ça qui font que finalement, ça permet de s'éclater complètement. Donc oui, je sais plus ce que je disais, mais l'inspiration, ça vient de partout, et ça vient de tout ce que je peux engranger, voir, lire, voilà. New York, j'ai vu un film. C'était en 2015, alors je me souviens bien parce que vraiment il m'avait marqué ce film. C'est le film Life. Alors c'est pas Life, je sais qu'il y a un film de SF qui s'appelle Life, mais c'est pas Life comme ça. Celui-là, c'est un genre de biopic sur la vie d'un photographe qui s'appelle Denis Stock, qui a photographié James Dean. Et Denis Stock raconte, enfin c'est montré dans le film, qu'il y a eu une sorte de coup de foudre. Alors, c'est des amis, voilà, mais un coup de foudre qui a permis de lui créer cette inspiration, qui a permis de relancer son art de photographe
rien que par le charisme de ce jeune homme. Et en plus de ça, le film est entièrement tourné en noir et blanc, donc je suis sortie de là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc, il y a un truc à faire sur un photographe qui kiffe, quoi, qui se dit, tiens, par le hasard de... bon, c'est pas la même chose dans le film, puisque c'est plus un contrat, si je me souviens bien, enfin, on lui a proposé de photographier ce jeune homme, enfin bref, on s'en fout. Mais toujours est-il que pour New York 1954, je me suis dit, non, on va carrément mettre du hasard total, c'est-à-dire qu'il tombe sur un mec, et en plus, il le prend en photo, il oublie qu'il l'a pris en photo, et c'est quand il va développer les photos qu'il va dire, mais attends là, là je tiens un machin, ça va me réveiller l'inspiration, et voilà. Et ça c'est parti d'un film par exemple. Puis après il s'est ajouter plein de trucs, j'ai découvert des personnalités de l'époque, comme Audrey Lorde qui m'a vachement inspiré pour le personnage d'Ella, enfin bon, mais voilà. Cette réponse était bien trop longue, mais pour donner une idée. As-tu encore le temps de lire? Et si oui, quelle lectrice es-tu? Quel genre de prédilection lis-tu? Ah mais ouais, mais heureusement que j'ai encore le temps de lire. Ah non mais ça serait, je serais crevée si j'avais plus le temps de lire. Non, je dirais même, j'écris vachement moins que je lis. Je lis tous les jours. Je lis tous les jours et je lis beaucoup et je lis de tout. Et enfin, je peux répondre aux 3 questions à la fois en fait, parce que quelle lectrice es-tu? Je suis une lectrice ultra hétéroclite. Je lis tout, mais franchement de tout, hein. Ça va de l'essai philosophique à... j'en sais rien moi, théorique j'en sais je sais pas quoi, au roman de SF, bon, j'ai une prédilection pour tout ce qui est roman classique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le 19e siècle, et puis oui, donc globalement j'aime beaucoup le 19e siècle, donc, et puis le tout début du 20e, mais sans quoi je lis tout en fait, assez, on va dire un peu moins de romans ultra contemporains, parce que souvent je m'y retrouve pas sur le plan de l'amour de la langue, sur le plan... enfin c'est parce que je suis pas tombée sur ce qu'il fallait non plus. Mais sinon non, je lis tout. Vraiment, alors là c'est un truc... D'ailleurs je suis souvent à demander à mes amis, mes connaissances, mes lecteurs, mais c'est quoi le dernier truc que vous avez lu? Qu'est-ce qui vous a plu en dernier? Vous pouvez me conseiller un truc? Parce que justement, faut surtout... Enfin j'espère qu'il faut prendre conscience que il y a plein de choses bien dans tout. Se limiter en se disant ah, moi de toute façon je lis que de la romance MM écrit à la 3e personne, non mais genre de truc quoi, on passe à côté de trop de choses. Trop de choses. Il y a des... Alors oui, on va me dire bah oui mais sinon j'ai pas le temps de tout lire, tout voir. L'idée c'est pas de tout voir ou de tout lire. L'idée c'est de se faire un kaléidoscope, voir plein de choses. Et la surprise c'est génial. D'ouvrir un bouquin, de se dire tiens, Marco Momandé ça, je sais pas trop, c'est de la SF des années 50, bon. Et en fait de se taper un kiff gigantesque parce qu'on est hyper surpris par ce qu'on voit et que bah voilà, c'est génial. Plutôt que de lire 1000 fois le même genre, la même chose, le même roman 50 fois par an, donc oui, non, je lis beaucoup, enfin je lis beaucoup, je sais que c'est rien par rapport à d'autres personnes que je connais, hein, mais je sais pas, ouais, je dois lire un ouvrage, en sens large, par semaine. Un peu moins parfois, quand le truc est un peu plus... Mais ouais, à peu près. Quel est le dernier roman que tu as lu? Eh ben, le dernier roman que j'ai fini, je vais en parler parce que ça faisait un bail que je m'étais pas bien éclatée sur un roman. Et parce que j'avais lu des trucs avant, se fracasser la tête contre les murs, et justement des romans contemporains, tiens, donc comme quoi. Et bah là non, là j'ai lu le premier roman de Maya David, Virtus et Honor, quand même, si je vous en parle 2 minutes parce que ça m'a vachement plu, et puis que j'ai envie de faire de la pub parce que j'aime bien faire de la pub autrement que de vous dire que j'ai kiffé Les Sœurs Bonté, ça va pas leur servir à grand chose les malheureuses. Mais alors voilà, je trouve que le boulot de Maya David sur ce premier roman, parce que il me semble que c'est son premier roman, est vraiment super balèze. En fait, ça se situe au temps de l'Empire d'Adrien, donc on est dans la Rome antique, et solennelle, et justement, enfin, elle a vraiment, enfin, c'est une contre-description que je vais vous faire, mais elle a vraiment évité tous les poncifs à la con, enfin à la con. Moi aussi je kiffe Spartacus, hein, mais je veux dire, les poncifs de torse huilé, de scènes de gladiateurs, du péplum hollywoodien qui
qui est très rigolo à regarder, mais qui veut pas dire grand chose sur le plan historique. Et là, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de très abouti. Elle a fait des recherches de fou, enfin ça se lit, ça se voit, en plus c'est hyper subtil parce que c'est pas du tout asséné façon cours d'histoire, relou, avec les détails qui sont chiants. C'est bourré de tas de choses qui font que l'ambiance est top. Le scénario c'est vraiment une romance, tout ce qu'il y a de plus calme. J'ai envie de dire calme parce que en fait on sent que c'est une sorte de force tranquille de cette histoire, qui est une histoire au long cours en fait, hein. C'est du snowboarding, c'est ça, snowboarding, enfin bon, un truc lent, et c'est très chouette, enfin vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Maya, écris d'autres romans, s'il te plaît, écris de la romance historique, continue. Je suis tellement contente, j'en lis pas en plus moi de la romance historique. J'en lis jamais, c'est parce que je suis tombée sur le tien, parce que je te connais. Mais sinon, c'est vraiment très très rare quand j'en lis. Donc, ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui kiffe l'histoire comme ça et qui prend ça. Alors, j'allais. Au sérieux, c'est pas au sérieux, mais c'est une forme de sérieux et une forme de respect, voilà. Continue, s'il te plaît, quand tu pourras. Je sais que t'as pas le temps, mais fais-le. Donc voilà, dernière lecture. Maya David, Virtus et Honor, c'est chez Mix Édition. Moi j'ai kiffé. Voilà. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? On est déjà à 30 minutes de bande. C'est bien, c'est pratique cette question, puisque je vais te dire non. Non, je ne peux pas décrire mon espace de travail parce que comme je disais au début du bazar, pour ceux qui sont restés depuis le début, j'ai pas d'espace de travail en fait. Je suis à la rue de l'écriture. J'ai pas de routine, j'ai pas d'endroit où j'écris plus volontiers qu'un autre. Faut que ça soit calme sans être calme, faut que ça soit bruyant sans être bruyant. Je m'en fous. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir un espace vraiment de travail. Souvent, je me mets sur l'endroit où est posé mon PC. Il fut un temps, ça a été longtemps sur une table basse. Et puis avec tout un tas de bordel autour de moi, des notes, des trucs et des machins. Mais enfin, globalement, non, j'ai pas vraiment d'espace de travail. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique? Et si oui, laquelle? Eh ben, vous avez 1 heure. Je vais pas vous faire la playlist parce que, en fait, alors là, s'il y a bien un truc où je suis un peu une névrosée de ça, c'est la musique parce que j'écoute exclusivement, alors là pour le coup, exclusivement de la musique symphonique de film quand j'écris. Quoi, qu'est-ce que c'est qu'elle nous raconte? Alors, la musique symphonique de film, c'est les parties où il n'y a pas de parole. C'est les musiques symphoniques quoi. Donc vous voyez le truc, c'est vraiment les moments qui catalysent complètement l'émotion dans les films. Et pour moi, c'est hyper utile. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est génial avec la musique symphonique de film, c'est que c'est déjà fait pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, j'en suis arrivée à un stade de névrose où j'ai des catégories, en fait, de musique, de passages joyeux, moments de chial, grande mélancolie, je sais pas quoi, enthousiasme effréné, enfin bon bref, que j'ai comme ça classé. Ce qui fait que quand je me mets à un chapitre, à un moment, à une intention, à un truc, et que voilà, je me passe ça en boucle, et ça m'auto-entretient des moments d'émotion. Donc je vais être portée par quelque chose qui me fait complètement m'émouvoir totalement, et donc ça me facilite l'écriture en fait. Donc c'est au-delà du fait d'être inspiré par la musique, voilà, ça a fait infuser mes idées en fait. Donc voilà, musique symphonique de film. Après je vous cite pas les noms, je vous cite pas les titres parce qu'on a pour 2h30 et déjà que cette interview est extrêmement longue et que je pense que vous êtes les 3 quarts à avoir décroché, là je vais vous perdre. Mais ceux qui ont des questions et ceux qui veulent des idées, pas de problème, faut me l'écrire, je vous envoie tout ça, aucun souci. C'est ma grande passion. Donc voilà. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, j'ai des projets, oui, mais carrément. En fait, j'ai un projet, c'est le gros projet, c'est mon projet d'écriture, c'est Fragments d'éternité. Que je continue. Et que je vais continuer encore un bout de temps, je suis désolée, vous n'allez pas vous débarrasser de moi tout de suite, parce que, en fait, l'idée, c'est d'écrire 8 tomes. Donc, 8 tomes. 8 tomes, alors... Tiens, pour
allez, balancer une petite news un peu. Sur ces 8 tomes, il y en aura 7, les 7 premiers qui seront de la romance historique. Toujours sur le même principe, pas des trucs à suite, c'est indépendant les uns des autres, et on est toujours pareil sur des hommes, alors ça va être des couples d'hommes à chaque fois. J'étais tentée par faire un couple de femmes à un moment, et puis je me suis dit, bon, alors on va essayer de faire la cohérence du truc, bon, donc il y aura pas a priori. Mais donc, 7 premiers romans, romance, histoire, des lieux différents, des époques différentes. Et un 8e, qui est un peu le... Et là, faut pas que je vous en dise trop. qui est un peu en préparation, qui est un peu un délire, qui est un peu pas vraiment de l'historique, mais quoique, qui est... j'ai hâte de m'y mettre à celui-là. Bah, c'est pas tout de suite, hein. On n'y est pas, faut déjà finir les autres. Pour ceux qui ont compté, qui ont suivi mes premières parutions, qui ont tout ça, ça veut dire que je suis en train d'écrire le 5e roman, en fait. Enfin, en train. J'en ai déjà écrit la moitié. J'ai fait une longue pause. Là, je vais le reprendre entièrement. Et surtout, je vais me taper tout un tas de purées de bouquins, d'ouvrages, de tas de trucs de l'époque qui va m'intéresser, du pays qui va m'intéresser, et j'en ai pour un petit bout de temps, là je me laisse bien 1 an pour le pondre. Et là vous allez me dire, mais comment elle va sortir un ouvrage au printemps, et puis après plus de nouvelles, plus de son, plus d'image. Non, mais ce qui est bien, c'est que les éditions Haro se sont lancées dans la réédition des 3 premiers ouvrages que j'avais déjà sortis précédemment. Du coup, à partir du premier qui sortira, enfin du premier, pas de numéro, mais je veux dire à partir de Londres 1946 qui sortira au printemps, normalement, si tout va bien et si je n'ai pas tué l'illustratrice à force de l'écraser par le travail, tous les 6 mois, vous allez avoir soit une réédition d'un roman, soit un roman inédit, et le tout à chaque fois entièrement illustré. Donc, donc ça va être pas mal ça, et donc sur 8 volumes, ça veut dire que il y a encore des belles années d'écriture et de délire devant moi. Donc je vous fais pas le calcul, déjà parce que je suis nulle en maths, et puis en plus ça veut dire me poser des délais, et ça c'est pas forcément gagner. Enfin je pense surtout à Yaya Chang qui sue pour arriver à sortir toutes ces illustrations. Donc voilà, mais ça laisse quand même pas mal de choses encore à créer. Voilà pour les news. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Bah oui, mais oui. Et mais vous savez, vous qui m'avez déjà rencontré, que c'est pas quelques mots que je vous dis en général, c'est des minutes et des minutes de mots. Parce que c'est ça aussi qui est super et que j'adore quand un roman est fini, quand il est sorti, quand il est paru. C'est que je vous vois. C'est que je vous vois parce qu'il y a des salons, parce qu'il y a des moyens d'échanger, parce qu'on se rencontre. Et que ça c'est super sympa, et j'attends ça avec impatience, parce que c'est toujours un moment d'échange génial en fait, de pouvoir vous demander ce qui vous a plu, ce que vous lisez en ce moment, il n'y a pas que ce que je fais, hein, qui vous êtes. Faut pas oublier que j'ai fait un peu de sociaux en fait, enfin d'ethno plus précisément, donc j'adore moi rencontrer des personnes, et puis que vous m'apportiez des choses aussi, parce que vous avez des tas de choses à me dire en fait, qui sont super intéressantes, donc j'ai hâte. Donc un petit mot pour vous, bah oui, à bientôt, on se dit à bientôt, et pas que à travers de mes romans, j'espère à travers de salons, de dédicaces, de machins, on verra, 2022 ça va être un truc de ouf, moi j'y crois. Allez, bah on se dit à bientôt, encore merci Mumu pour cette interview, et encore désolé pour tous les problèmes techniques, je suis nulle, tu le sais, et voilà, donc à bientôt à tous, 1000 bisous. Ça en est tout pour cette vidéo et cette interview. Encore un immense merci Séverine d'avoir accepté d'être mon invitée ici et d'inaugurer ce lancement de vidéo pour l'année 2022. Vraiment, merci à toi. J'espère que cette vidéo et cette interview vous auront plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si ça vous a donné envie de découvrir cette autrice si vous ne la connaissiez pas. Autant vous dire que moi, je suis très pressée de retrouver ces nouvelles éditions de Fragments d'éternité. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!